Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais passer la parole à Julie Keva pour l'appel. Bonsoir. Monsieur Charles-Alexandre Prokopovitch, Monsieur Christophe Anck, Madame Agnès Lelanic, Monsieur Conrad Valran, Madame Zora El-Basri, Monsieur François Mortier, Madame Nathalie Pastoretop, Monsieur Thierry Lemans, Madame Marie-France Seyss, Monsieur Philippe de Bruyl, Madame Irène Ferranc, Monsieur Jean-Claude Gavrin, Madame Pascale de Metz, Madame Manuela de Freitas, Madame Marie-Christine Prokopovitch, Madame Valérie Selos, Madame Tecla Ménager, Monsieur Nicolas Ledru, Monsieur Marco Gigante, Monsieur François Desbouvry, Monsieur Gilbert Amblot, Monsieur Francis Pilois, Madame Séverine Rasson donne pouvoir à Monsieur Christophe Anck, Monsieur Amaury Medji, Madame Maryse Legros, Madame Claude Prince, Monsieur Gaëtan Jeanne, Monsieur Francis Ménager, Madame Mélanie Vanov, Monsieur Francis Landré, Mademoiselle Janine Desmulliers et Monsieur Frédéric Powels. Merci beaucoup. Donc, avant d'examiner le procès-verbal de la séance précédente et les délibérations, je tiens à vous faire quelques communications. Tout d'abord, j'ai reçu il y a quelques jours un courrier des services de l'État, de la DDTM en l'occurrence, m'informant que la ville n'était plus carencée en SRU, car le taux de logements sociaux de la ville au 1er janvier 2022 est de 25,18. La loi est respectée. Je tiens ici à saluer le travail, qui n'est certes pas évident, du service urbanisme et surtout de M. Jeanne, qui, contre vents et marées, et quelquefois face à certains élus de son équipe, et moi en particulier, a tenu à respecter ce chiffre dans tous les projets construits. Donc bravo pour le travail, ce qui veut bien dire, à partir de maintenant, que je ne suis, et c'est on s'est engagé là-dessus au niveau de l'équipe municipale, je ne suis évidemment pas favorable à la construction de gros projets immobiliers sur notre commune, hormis les friches, mais surtout, je n'autoriserai pas de nouveaux logements locatifs sociaux, hormis dans le cadre de l'ERL, donc l'emplacement réservé, sur le site Stein, qui était dans le cahier des charges de départ en 2008. Et ceci pour ne pas bouleverser les équilibres. Nous respectons la loi, on n'a pas besoin d'aller au-delà. On aura évidemment ces discussions au niveau du PLH dans quelques temps. Ensuite, vous le savez, la tempête qui a frappé le nord de la France et en particulier notre commune a provoqué de nombreux dégâts chez les particuliers et certaines entreprises. Et évidemment, plusieurs bâtiments ont souffert de ces tempêtes, tels que le site Ferry, l'église, l'hôtel de ville, la ferme du Gauquier, les écoles Paul Bert, Petit Prince, Marie Curie et Anatole France, et puis le cimetière. Et je tiens ici à remercier l'ensemble des services municipaux qui ont agi contre les vents vendredi, et je pense en premier lieu aux services environnement, espace vert, propreté urbaine, technique, des ateliers, les fêtes et la police municipale qui ont ramassé des objets en tout genre, qui ont sécurisé les voies en coupant les arbres qui venaient de tomber sur la voie publique, une réactivité hors norme. J'ai également fait le tour de la commune à ce moment-là et il y avait des camions de la ville partout, tout le monde s'est mobilisé. Et je remercie également les personnels administratifs qui ont spontanément proposé du renfort au standard téléphonique. Et je remercie également la communication et le secrétariat général pour toutes les demandes numériques. Et il y en a eu un bon nombre. Et je tenais ici à vous faire part de ma gratitude et je sais que c'est un remerciement unanime du conseil municipal. Mais je tiens à vous faire part de ma gratitude envers le personnel et aussi ma fierté. Car nous pouvons vraiment saluer l'engagement des employés municipaux. Il n'y avait aucun standard qui répondait, hormis le standard de la commune. Et ils se sont tous mis en avant pour avancer, pour faire vivre le service public et aider quelquefois des gens qui étaient dans des situations complexes, quand il y a une toiture qui est à moitié éventrée, et puis tout a été fait. Merci beaucoup. Mais par ailleurs, cette tempête a illustré une nouvelle fois cette pathétique démocratie des réseaux sociaux.
Je m'explique. Le tweet permanent, avec les annonces d'un ministre de demande de classement en catastrophe naturelle, puis un communiqué de presse, relayé hier soir sur Twitter, et un document, ce matin, en fin de matinée, qui est exactement les mêmes que le communiqué de presse, qui, entre les lignes, indique qu'il n'y aura pas de classement en catastrophe naturelle, sauf pour les inondations. Donc en fait, il faut que chacun voie avec son assurance. Cette agitation permanente, sans information précise, c'est lassant. Comment faire le relais auprès des citoyens ? Tout le monde n'a pas de compte sur les réseaux sociaux. Et encore, il faut avoir le bon. Moi, j'ai la chance d'avoir Twitter, et puis... voilà. Mais dans cette période, la parole publique doit être concise, précise et rare pour qu'elle soit comprise et surtout écoutée. On vient de passer, parce qu'on espère tous que ce Covid, on en est sur la fin, mais on vient de passer des séquences où on a eu des informations toutes les heures, chaque jour, contradictoires qui venaient de l'État, et on recommence la même chose pour une tempête où, voilà, tu calmes. Les gens, aujourd'hui, ont besoin de calme, de sérénité et d'informations précises. Bien évidemment, la ville, à la demande des élus et via la coordination du DGS, fait le maximum pour les diverses indemnisations, évidemment en premier lieu pour les bâtiments municipaux, mais tout ce qu'on pourra apporter comme expertise auprès des citoyens, nous le ferons. Et enfin, je terminerai par les prochaines élections. J'appelle tous les citoyens à voter les 10 et 24 avril 2022 pour l'élection présidentielle et évidemment au mois de juin pour les élections législatives. Et en ce qui me concerne, je ne parrainerai aucun candidat. J'y ai beaucoup réfléchi. Bien sûr, la démocratie doit vivre, mais peut-être que je suis un maire en grève au niveau des parrainages. Je crois toujours à la démocratie française et bien sûr que j'y crois. Voilà. À l'intérieur de moi-même, je suis, je ne veux pas dire le terme démocrate parce que souvent ce sont des dictatures qui utilisent ce terme, mais cette démocratie doit vivre, mais je suis en grève sur ce système de parrainage. De toute façon, tous les candidats auront leur parrainage, et je l'espère pour la démocratie, mais ce contexte, voilà. Je ne peux pas parrainer, parce que si on parrainage veut dire soutien, et tout le monde le verra comme ça. Je ne parrainerai pas. Il faut revoir ce système. Il faut sans doute revenir au système d'avant François Hollande, c'est-à-dire une anonymisation des parrainages pour que les paroles intéressantes puissent être soutenues ou parrainées plutôt, et éviter les candidats fantoches, ce qui avait été la volonté du général de Gaulle, avec uniquement les 100 parrainages, et après c'est Giscard qui a changé avec les 500. Donc voilà pour les différentes déclarations. Donc je vous propose de passer à l'approbation du procès verbal. Y a-t-il des commentaires ou des remarques ? Non. Donc on peut le considérer comme adopté, à moins qu'il y ait un avis contraire. Donc procès verbal adopté à l'unanimité. Alors, débat d'orientation budgétaire basé sur le rapport d'orientation budgétaire. Je vais redire à peu près ce que je dis tous les ans, avec quand même une redite par rapport aux 2 années précédentes, qui est le Covid, mais un contexte qui est complètement imprévisible. Le contexte international, macroéconomique, est hyper incertain. On a une tension sur les marchés du gaz. On a une crise diplomatique. Parler de guerre, c'est peut-être un petit peu fort, mais une crise diplomatique au niveau de l'Europe orientale. On a une envolée des prix de l'énergie, des produits alimentaires. Et puis, je pense que là-dessus, je vais peut-être un peu vite, mais tout le monde a dû regarder la presse. La ville de Mouveau doit augmenter les impôts pour faire face à la flambée des prix de l'énergie et un nouveau marché
d'énergie donc, qui a été souscrit. On a eu des alertes évidemment de Dalkia. On a une augmentation des prix des matériaux sensible pour nos différents projets, notamment au niveau de l'école Paul Bert. Une croissance mondiale qu'on dit vigoureuse, qui est à 4,5, prévue à 4,5 en 2022, qui était prévue à 5,6 en 2021, mais après l'effondrement de 2020, et il est évident qu'il y a une reprise, une compensation. Donc une croissance qui est prévue pour cette année. Et aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui même, la Banque centrale européenne continue sa politique monétaire. Est-ce que ce sera le cas dans 15 jours, dans 3 semaines ? On verra bien. Au niveau du contexte économique national, donc l'économie française devrait afficher une croissance robuste, une croissance plutôt que je qualifierais moi de rebond, donc de 4% en 2022 contre 6,8% en 2021, avec une chute impressionnante de 8% en 2020. Donc les 2 plans de relance et d'investissement qui ont été mis en place, qui devraient en principe booster et rénover l'industrie française, le plan France Relance à 100 milliards d'euros, où on nous indique qu'on peut émarger à des projets, mais finalement on n'est pas retenu. Et France Relance est retenu, si, mais pour rénover la façade, la préfecture. C'est bien, hein, il faut aussi rénover la préfecture, mais bon, c'est pas forcément rentré dans le plan. Moi, je pensais à autre chose, je pensais plus aux écoles, mais c'est comme ça, c'est un bâtiment de l'État et l'État se finance lui-même sur son plan, avec l'argent de l'Europe. Le plan d'investissement France 2030, 30 milliards d'euros sur 5 ans. Donc un taux de chômage qui devrait s'élever à 7,9% de la population active en 2022. La Banque de France qui prévoit un pic d'inflation donc à 3,5 fin 2021, on n'a toujours pas les chiffres, mais c'est ce qui est annoncé, et une inflation qui serait en dessous des 2% d'ici fin 2022. Chiffre d'aujourd'hui avec, depuis quelques jours ou voire quelques heures, une augmentation, encore une fois, des prix de l'énergie, surtout des prix pétroliers qui vont encore flamber. Et une dette nationale qui est encore en train d'augmenter. Je n'ai pas forcément envie de lire les chiffres que vous avez projetés à l'écran et qu'on entend tous les jours. Mais un jour, ça nous tombera dessus. Une explosion de plus de 30% de la dette nationale en 10 ans, c'est incroyable. Ensuite, donc le contexte local. Donc ce qui retient souvent nos débats, parce que je ne pense pas qu'on va faire l'histoire de la Russie, de l'Empire russe, de l'URSS et de l'Ukraine. On va plutôt parler du contexte lissois. Donc le tissu économique et social. Donc le nombre de demandeurs d'emploi sur la ville de Lys en catégorie A, donc les demandeurs d'emploi sans aucun emploi, est de 705, référence prise au 3e trimestre 2021, contre 778 au 3e trimestre 2020, soit une diminution de 9,4%, donc ce qui représente 73 personnes. Le nombre de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, donc en temps partiel également, passe de 1263 personnes à 1208, soit une diminution de 4,4%. Au niveau des aides du CCAS, donc qui retient à chaque fois l'attention de l'ensemble des conseillers municipaux, enfin des élus municipaux, on est sur une stabilité. Les aides facultatives octroyées en 2021 par le CCAS sont de 63 770 contre 66 984. Stabilité dans le nombre de bénéficiaires, donc une légère diminution. On était à 210 bénéficiaires en 2020 pour 210 bénéficiaires en 2021, avec 384 demandes en 2020 et 383 demandes en 2021. Donc une stabilité parce que la France est sous perfusion de l'argent de l'État. Le jour où toutes les aides s'arrêteront et où on a de grosses craintes, c'est à partir du mois de mars, quand il y aura toutes les régules au niveau des dépenses énergétiques. Il y a des gens qui ne sauront pas faire face à ces demandes et naturellement, elles vont s'adresser aux divers organismes, que ce soit l'UTPAS et puis le CCAS pour cela. Donc au niveau des recettes
de fonctionnement. Donc après le contexte, je vous propose de passer directement à une présentation succincte du budget. Donc au niveau des recettes réelles de fonctionnement, on les estime à 14 774 754 euros, donc avec plus des 2/3 qui correspondent aux recettes fiscales. Avec les dotations qui représentent un peu moins de 25%, mais dotation où la compensation de la taxe d'habitation est dedans. Donc c'est pour ça que les chiffres ne sont pas forcément hyper lisibles, vu qu'il y a un transfert de nos recettes des impôts qui passe en dotation, mais c'est plus une compensation qui est dedans, parce que c'est extrêmement difficile à chiffrer, vu qu'il y a une partie qui vient de l'ATF, du département, et l'autre partie qui est partie au niveau de nos dotations, où il y a une modification aussi des dotations qu'on avait au niveau des impôts économiques qui datent d'il y a une vingtaine d'années maintenant. Donc pour compenser les recettes, il faut plus compenser maintenant les masses plutôt que certains certaines lignes budgétaires, parce que ce ne sont pas des petites lignes budgétaires, notamment quand on est en recettes. Les recettes diverses propres, donc à peu près 800 000 euros, et la reprise de l'excédent, donc estimé aujourd'hui, on le verra au prochain conseil municipal avec l'adoption du compte administratif, qui est estimé à un tout petit peu moins de 600 000 euros. Alors l'État, le Parlement a revalorisé les bases fiscales à 3,4%, ce qui est important. Ensuite, comme je le disais, suite aux différentes réformes fiscales, l'architecture du budget est bouleversée, vu qu'il y a une partie de nos recettes fiscales qui part en dotation. Donc les dotations sont en augmentation aussi grâce à la DSU. Les recettes de la CAF sont en baisse suite à la fréquentation des ALSH et de la crèche familiale. Vu le Covid, évidemment, quand il y a une fermeture, même si la CAF compense en partie, pas forcément tout, il y a tout de même une compensation de la CAF. Alors, les tarifs de certaines prestations municipales sont susceptibles d'être réévalués en 2022. Comme on a discuté en commission finances, nous ne souhaitons pas augmenter les tarifs des cantines. On parle bien, ça peut être le cimetière ou les locations de salles, par exemple. Il y a des choses qui sont à réfléchir, mais on ne parle pas des services publics qui concernent la jeunesse et les enfants, ne sont pas concernés par cette ligne. Voilà, il n'y aura pas d'augmentation des cantines et des ALSH pour préserver le pouvoir d'achat des Lissois. Et nous souhaitons aussi laisser les taux d'imposition au niveau actuel. Alors, ce qui ne veut pas dire que les impôts des Lissois n'augmenteront pas, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une augmentation des bases, voilà, mais nous, on n'augmente pas les taux. Et ensuite, la MEL a voté la création de la taxe GEMAPI. Voilà. Je suis l'un des seuls maires de la métropole à m'être opposé à cette taxe, parce que j'estime qu'on pouvait trouver d'autres recettes, mais il y aura une augmentation d'impôts avec une nouvelle ligne qui s'appelle GEMAPI, et c'est la métropole qui l'a adoptée. Enfin, certains élus de la métropole, mais la majorité l'a voté, c'est fait. Ensuite, donc, vous avez un tableau des dotations de l'État de 2017 à 2022. Donc, bien sûr, c'est un grand tableau. Donc, voilà, une explication où vous voyez quand même, contrairement à ce qu'on peut dire, ce que je dis depuis certaines années, c'est une baisse des dotations. Il y a toujours une baisse des dotations, sauf que vous voyez qu'au niveau des compensations fiscales, on était à 270 424 euros en 2017. Là, on a 751 356. Donc là, ce n'est pas une augmentation des dotations, c'est juste une compensation qui augmente. Donc si on retire cette ligne, on voit qu'il y a une baisse générale avec un maintien, une baisse plus faible grâce à la DSU qui reste en dynamique. Et vous avez une marotte
du conseil municipal de la ville et qui est également mienne, celle de l'évolution de la DGF depuis 2014 et la DGF par habitant, donc 83,04 € en 2022 contre 139,68 € en 2014. Donc au niveau des dépenses, 13 462 246 € avec la première dépense que sont les charges de personnel, donc à 8 255 060 €, donc à peu près 61% du budget, avec toutes les politiques volontaristes que nous connaissons. Je ne vais pas forcément en faire la liste, à moins que vous souhaitez que je fasse la liste de toutes les politiques municipales que nous avons et que d'autres communes n'ont pas, ou alors des politiques facultatives, mais que tout le monde a. Mais on le fait, je le répète souvent, mais les cantines, c'est un service public facultatif. Toutes les communes le font, mais ce n'est pas obligatoire. Il n'y a aucune commune qui arrêtera ce service. Ensuite, les charges à caractère général, 3 040 000 €, donc à peu près 22,5%. Subventions et participation, donc à un peu moins de 2 millions. Charges exceptionnelles et charges financières, qui représentent moins de 2% de notre budget. Donc les dépenses réelles de fonctionnement qui augmentent, avec qui augmentent légèrement, avec une stabilité des dépenses à caractère général, des dépenses de personnel en hausse de 0,68%, correspondant à la prise en charge des évolutions de carrière, au recrutement de non-titulaires, mais aussi à la reprise du personnel du FLPA. Le maintien des services existants et des charges financières en diminution. Alors bien sûr, c'est dans ces lignes-là, au niveau du budget et au niveau surtout du compte administratif, qu'on verra les évolutions des prix des combustibles, donc des énergies. Nous avons le ratio de dépenses de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement, donc une tendance à la légère hausse entre 2020 et 2021, là où il y avait une stabilité entre 2019 et 2020 au niveau des dépenses de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Et vous avez donc le graphique suivant avec en jaune les dépenses réelles de fonctionnement, avec les charges de personnel et les charges de personnel sur l'ensemble des recettes de fonctionnement. Donc on voit quand même qu'il y a une stabilité au niveau de nos dépenses réelles de fonctionnement. Ensuite, au niveau de l'investissement et de nos charges, donc là nous avons une évolution du capital restant dû, donc de notre dette au 31 décembre 2021, une dette qui est estimée, qui est de 12 633 795 € au 31 décembre 2021. Dette qui a augmenté du fait du financement de l'école du projet Paul Bert à 9 millions. Donc on est sur un plateau qui doit être le descendant le plus rapidement possible, mais la réalité des choses, c'est qu'il y a toujours même des investissements à faire, donc la décrue ne sera pas non plus d'une rapidité. On ne va pas perdre 5 millions d'un coup, il faut rembourser au fur et à mesure tout de même. Donc voilà. Mais on a atteint le plateau. La dette par type de risque, donc toujours taux fixe ou les anciens emprunts qui ont été contractés sur le livret A. Et je rappelle encore une fois que la ville de Lys ne possède aucun emprunt toxique. Donc nous avons ensuite, vous avez une projection de l'autofinancement, donc réalisée avec le compte administratif anticipé. Donc cette fois-ci, on peut dire, et je le redirai, que l'effet ciseau n'est pas à souligner pour l'exercice 2021. On a une épargne brute qui a augmenté et une épargne nette qui a augmenté. Donc c'est très bien, on a dégagé plus d'autofinancement. Donc un autofinancement qui est évalué à 1 125 000 €. Donc on est sur la fourchette haute
habituels. Au niveau des dépenses d'investissement, donc ce que nous prévoyons pour cette année, avec les plus gros chantiers, donc on prévoit à peu près 3,5 millions d'investissements. Avec le projet Paul Bert, construction de maternelle, donc la construction de la maternelle Paul Bert et le mobilier, le programme d'éclairage public. Alors, depuis de nombreuses années, la ville s'est engagée et a bien fait de s'engager dans le remplacement des anciennes lampes au sodium, souvent pour du LED. Et on le voit, on va voir les bénéfices rapidement quand on fera des comparatifs avec des villes qui ne se sont pas équipées d'un tel dispositif. Voilà, je rappelle qu'on peut avoir des taux un peu plus bas d'économie, mais sur la fourchette moyenne, on est à peu près à 70% d'économie pour les rues, et pour certaines rues, on peut aller jusqu'à 90%, voire 91, 92% sur l'épaisseur du trait. Mais on peut, sur certaines rues, avoir 90% d'économie au niveau de l'éclairage. Ensuite, là, la rénovation du parc et de la maison d'Aluin. On a la réfection complète de la salle de gymnastique Jules Ferry. La restauration des vitraux de l'église Saint-Luc. Alors, les vitraux seront faits. Il y aura peut-être des modifications au niveau du budget, parce que la toiture, vous l'avez tous constaté, a été le pan arrière, donc qui donne sur la place de la Noix, a été abîmée. Et peut-être qu'on refera l'ensemble. Ça, je peux pas vous donner ces éléments. Dès qu'on les aura, on vous les communiquera bien sûr. Mais on va éviter de faire une rustine sur ce pan de toiture. S'il faut tout refaire, on refera tout et ça modifiera nos prévisions. Mais il vaut mieux tout refaire d'un coup correctement sur la dernière tranche, plutôt que de mettre un petit peu de goudron et puis que ça repart à la prochaine tempête. Donc une préemption de commerce à 150 000. Donc là, c'est l'inscription budgétaire. Comme nous avons voté à l'unanimité la mise en place de la préemption pour le commerce des rues commerçantes de la ville, on est obligé d'inscrire une somme au cas où une préemption se présenterait entre deux conseils municipaux. Et bien évidemment, si une préemption devait se faire, il y aurait une information directe par mail et pas par les réseaux sociaux de l'acquisition d'un local. Je ne suis pas ministre, moi je préfère les mails directement aux personnes. Ensuite, les acquisitions immobilières, donc 140 000. Là, le projet visé, c'est le parking de la rue Chanzy, en face du projet Cogedim, à côté de l'usine Ardelis. Enfin, du tissage Ardelis. L'extension de la vidéosurveillance, la réfection de l'aire de jeu du parc Maréchal, l'informatisation de l'école Paul Bert, et le Petit Prince aussi, mais ce sera sur des comptes différents. Mais les deux écoles publiques élémentaires seront informatisées, donc numériques complètement, avec un taux de 80% ou 70% possible avec le dispositif France Relance, qui a baissé à 25%, je me retourne vers M. Wallerand, et qui aujourd'hui est à peu près à 30-35%, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. On est à peu près à 30% de subventions sur ce projet. On nous avait dit, il y a de fortes chances que vous allez avoir 70 à 80%. Comme toutes les subventions, bon, au moins on a ça. Ensuite, l'extension du columbarium, réfection des canalisations au cimetière, travaux divers et développement durable, et les travaux de sécurité et accessibilité. Donc, de manière générale, quelles sont nos priorités ? Alors, continuer à maintenir les dépenses de fonctionnement afin de dégager un autofinancement suffisant pour financer les investissements futurs et aussi rembourser notre dette, vu qu'on est en cycle de remboursement de dette. Maintenir un service public de qualité dans tous les domaines, enseignement, jeunesse, sport, culture, social, développement durable et autres. Assurer la sécurité de nos concitoyens et aussi préserver le pouvoir d'achat des Lissois. Voilà. Ça, c'est... Alors, on le ressent tous. Tous les Français sont concernés. Évidemment, les Lissois sont aussi inquiets par rapport à leur pouvoir d'achat. Donc maintenant, je vous propose de passer rapidement le projet de PPI, donc 2020-2023. Donc vous avez sur la première diapositive les investissements qu'on peut dire classiques, avec quelques évolutions. Donc la première évolution majeure, c'est l'achat d'instruments de musique.
donc où on passe de 1 500 à 20 000 euros. Car avec le service culturel et donc l'école de musique et Madame El Basri, on souhaite développer l'école de musique et donc réintroduire la location d'instruments parce que toutes les personnes qui suivent des cours ne peuvent pas forcément acquérir un instrument et notamment quand il y a plusieurs enfants, c'est compliqué pour les familles. Donc on va refaire la location d'instruments pour l'école de musique. Et c'est une demande du directeur de l'école de musique. Ensuite, l'acquisition. Donc vous avez différence également au niveau des acquisitions de véhicules. Il y a un remplacement au niveau des véhicules des ateliers et sans doute au niveau des citadines de la mairie où on passerait, si possible, en électrique ou en hybride. Voilà, sur les Clio qui ont quasiment 20 ans maintenant. On ne remplacera pas tout d'un coup, évidemment, mais il y a un besoin. Parce qu'après, on va avoir des frais. Une voiture qui ne roule pas beaucoup, il y a quand même des choses à faire. Donc, tout le reste, il n'y a pas de différence majeure. Et puis, si, les logiciels, mais ça, je pense que tout le monde en est au courant. Donc, vous avez ensuite la construction de l'école Paul Bert, je l'ai déjà dit. L'école maternelle Anatole France, donc 42 000 euros, où il y a la sécurisation de la cour d'école et puis des portes d'accès. Donc pour la deuxième diapositive, donc l'école élémentaire Paul Bert, donc on prévoit 20 000 euros pour un début de frais d'études pour la réfection complète de l'établissement. Je l'annonce tout de suite, nous ne démolirons pas l'école élémentaire Paul Bert pour en reconstruire une nouvelle. Nous n'avons pas les moyens. Et puis déménager 20 classes, 20 portes à cabine au parc Maréchal, c'est impossible. Donc ensuite, le parc Maréchal, on l'a dit, les terrains synthétiques au niveau du stade Jean Scholl et les plaques anti-bruit, les travaux donc à Jules Ferry, les travaux du cimetière, la réfection de l'église, donc après vous avez tout le reste. Et puis évidemment, la mise en place, donc ce sont des détails, mais le système de canon unique pour les clés, ça évitera d'avoir tout ça pour les bâtiments municipaux, les portails, et puis ça permettra de réagir beaucoup plus rapidement pour tout le monde, et une simplification. Les systèmes de désenfumage, le mobilier pour Paul Bert, donc l'informatisation, je l'ai dit. L'acquisition aussi d'un deuxième podium, d'un petit podium pour les fêtes d'école des écoles maternelles, parce que celui qu'on avait était en bout de course et les normes n'étaient plus forcément... celles de l'époque ne sont plus celles d'aujourd'hui, donc on va racheter un podium adapté, en espérant évidemment que les fêtes d'école pourront se dérouler. Le projet d'aller de la petite chapelle, c'est le changement d'éclairage public là qui est piloté par la ville de Touflers. On l'a voté, si je ne dis pas de bêtises, lors d'un conseil précédent. Un city stade, donc on prévoit cette somme de 50 000 euros. Pour l'instant, ça peut évoluer évidemment à la hausse. Il y a un site qui est en discussion. On en parlera évidemment en commission, mais on souhaite évidemment implanter un nouveau city stade comme on l'a dit depuis de nombreuses années, sauf qu'il fallait trouver la bonne localisation et un terrain adapté. La réfection, donc au parc du Triton, en l'occurrence, c'est le ponton. Le parc Jean Ferrat, des petits travaux. Le sentier de Roubaix pour une réfection. La maison d'Adrien, vous avez vu. La préemption aussi. Et donc, on prévoit donc un peu plus de 3 millions. Je ne sais pas s'il y a des... Voilà, je n'ai pas de remarques complémentaires à faire. Le document, donc vous l'avez tous lu. Je le dis aussi à chaque fois, il fait 43 pages. Nous avons un budget qui est important, plusieurs millions, mais plus la collectivité est importante, plus le budget, plus le rapport d'orientation budgétaire est petit. Voilà. Au niveau de la mairie du département et la région, ce sont des petits documents où il est assez complet. Il y a encore des choses à compléter, bien évidemment. Si vous avez de demandes pour l'année prochaine, le service finance se fera un plaisir d'intégrer vos demandes. Et donc, avant de peut-être passer aux questions, je souhaite remercier l'ensemble des services municipaux et évidemment le service finance pour la rédaction et la conception de ce rapport d'orientation budgétaire.
dans un contexte particulier. Je ne parle pas du contexte sanitaire, même si ça a eu quand même quelques influences, mais surtout du changement de nomenclature comptable avec le service des RH. Ça a été épique et le pari a été tenu. Voilà, y a-t-il des questions concernant ce rapport d'orientation budgétaire ? Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, bonsoir. Je m'exprime au nom des 4 élus d'Agir Ensemble. Nous remercions également le service finance et le personnel communal pour ce document, la réalisation de ce dossier. Je commencerai par quelques réflexions générales qui auront un impact sur le ROB et que nous n'avons pas forcément retrouvé de manière explicite dans votre ROB. Nous retrouvons donc une situation quasi normale. Nous passons d'une pandémie à une endémie, ce qui veut dire que toutes les excuses liées au coronavirus vont disparaître et tous les dispositifs d'exception également. L'inflation est de retour, elle est évaluée à 5% dans la note d'actualité de février 2022, un indicateur qui n'est pas à négliger pour la prospective des charges pour vos dépenses de fonctionnement. L'endettement a atteint au niveau national 116% et au niveau local, on note un stock de dette important. Le rapport de la Cour des comptes paru le 16 février appelle à freiner davantage les dépenses publiques. Chaque année, près de 9 milliards d'économies seront donc nécessaires et les collectivités locales seront sollicitées pour réduire ce déficit, ce qui passera inévitablement par une limitation de toutes les dépenses de fonctionnement, charges de personnel et charges à caractère général incluses. On assiste également à un retour des taux d'intérêt plus élevés. Emprunter coûtera donc plus cher. La fin des taux négatifs aura lieu cette année. Après cette présentation, nous reprenons le ROB et nous nous attarderons sur quelques points. Tout d'abord, le fonctionnement. En recettes, les dotations sont au moins durablement maintenues. Pour les dépenses, les charges de personnel représentent le premier poste en 2021 avec 63,36%. Bonne conclusion, mais quelle action comptez-vous entreprendre ? Nous sommes bien évidemment d'accord, comme vous le rappeliez, donc d'accord avec vous quand vous nous dites que l'Isle-et-Lannoy offre des services que d'autres communes n'offrent pas à leurs administrés. Ne nous demandez donc pas, comme chaque année, de choisir le service que l'on supprimerait. Nous vous rappelons que c'est vous et votre équipe qui gérez. C'est donc de votre responsabilité de limiter les dépenses. C'est à vous de trouver des solutions innovantes. La majorité doit faire des choix en fonction des possibilités budgétaires financières. En tant qu'opposition, nous avons le devoir de vous alerter et c'est en cela que nous le faisons de manière constructive. Gardons également à l'esprit la protection sociale complémentaire et les nouvelles adaptations dues à l'inflation. Pouvez-vous donc nous expliquer le calcul de plus 0,6% des charges de personnel pour 2022 ? Avez-vous pu tenir compte de la GVT en ce qui concerne les charges à caractère général ? Compte tenu de la situation nationale, vous ne pourrez pas maîtriser leur augmentation, puisque l'inflation va durer et ne joue pas en votre faveur. Quant aux autres charges de gestion courante, la diminution ne pourrait être faite que sur le social ou la vie associative, et nous ne pensons pas, et nous serons d'accord, que cela soit votre volonté. Enfin, la baisse des charges financières grâce au taux bas des crédits arrive à sa fin, d'où la nécessité pour vous de faire des choix. Page 33. Vous présentez enfin vos prospectives et orientations budgétaires 2022, avec de beaux projets, de belles initiatives. Rappelons toutefois qu'au vu de la situation, pour chaque nouvelle dépense, il faudra en face trouver l'économie, car il n'y aura pas de dynamisme des recettes. Combien vous coûtent ces nouveautés et où sont vos économies ? Attention, quand il y a recette, elles arrivent à n+1. Il faut donc que n+1 moins n soit égal à 0. En ce qui concerne l'autofinancement, l'emprunt et la dette, vous affirmez page 27, afin de conserver un niveau d'épargne suffisant pour financer le programme d'investissement, la maîtrise des dépenses d'exploitation constitue une exigence essentielle de la préparation des budgets primitifs 2022 et suivants. On s'aperçoit cependant que l'autofinancement reste fragile, malgré une amélioration en 2021. Rappelons que l'autofinancement doit couvrir l'endettement de la dette de la ville. À ne pas faire de choix, vous avez donc réduit nos marges de manœuvre. En 2023, l'épargne nette passe en négatif. On voit le mur, on y va, c'est exceptionnel. Vous avez cependant été élu sur un profil de bon gestionnaire. Les annuités, l'encours de la dette n'ont jamais été aussi élevés. La ville a profité de l'argent pas cher, les taux aussi bas, c'est fini. Les taux se resserrent, l'encours de la dette et les annuités augmentent et viennent diminuer l'épargne nette. Pour l'emprunt, en 2021, on avait au CA 2 400 000 euros. Combien ont été réellement levés ? Pour la prévision de 2022, 2 600 000 euros.
Donc le budget primitif 2022 devra s'équilibrer avec un besoin d'emprunt plus précisément de 2 604 667 €, sans augmentation d'impôts comme vous le rappeliez, en sachant que ce montant repose également sur l'hypothèse d'un taux d'exécution à 100% de nos investissements et reports. Cela vous semble-t-il réellement réalisable? Après la présentation du contexte financier général et local que vous nous avez dressé, quelles conclusions en avez-vous tirées? Pour le PPI, nous n'avons pas de prospective au-delà de 2023. Nous réitérons donc notre marque de l'année dernière. Ce PPI se doit de présenter les objectifs pour la durée du mandat. Ne nous dites pas que vous n'y avez pas pensé, cela nous paraît vraiment impossible. Vous ne pouvez pas ne pas avoir d'idée à long terme pour la ville et donc pas de vision de l'avenir. Enfin, la liste de vos projets nous montre que vous ne faites toujours aucun choix, rien n'est priorisé. Dans un contexte financier général et local qui se resserre, vous faites donc le choix de ne pas faire de choix ni d'arbitrage. Nous aimerions cependant, Monsieur le maire, connaître vos priorités en matière de réalisation de vos projets. Alors je vous remercie, parce que comme vous avez dit, comme vous venez de dire, que vous ne souhaitez pas faire de proposition, je parle à des commentateurs. Voilà, c'est bien. Moi, je m'attends à, quand on est élu municipal, à faire des propositions. Vous ne souhaitez pas faire des propositions, sans problème. Mais je vais tout de même répondre à vos questions. Alors, l'excuse Covid, voilà, ça c'est un petit peu de la malhonnêteté, dans le sens où l'excuse Covid, oui, on n'a pas pu faire de choses à cause du Covid. On en est tous conscients. D'ailleurs, je pense que vous l'avez écrit dans différents journaux municipaux. Votre groupe a écrit qu'on ne pouvait pas faire de manifestations. Les associations en sont conscientes. Et je pense que les parents d'élèves sont aussi conscients de tout ça. Alors, il y a des économies à faire. Il y a des économies au niveau du personnel. Vous ne voulez pas faire de choix. Nous faisons des choix au quotidien. L'exemple type, l'un des derniers que nous avons fait, c'est la numérisation et l'inscription scolaire. Des inscriptions au niveau du périscolaire, donc notamment les ALSH. Ça nous fait des économies au niveau du personnel. On a redéployé un poste de la régie au niveau de la RH, où là il y a tout un suivi bien plus important que nous souhaitons mettre en œuvre. Nous avons donc aussi moins de courriers, donc moins d'affranchissement, et moins de papier. Je prends un exemple tout bête, je l'ai dit en commission finance. En 2020, une commande une année normale, c'était 10 palettes de papier. 2021, avec tous les efforts que nous avons mis et ces changements, ce ne sont pas forcément des efforts mais des adaptations, 5 palettes. Et sur la dernière palette qui a été commandée, elle est toujours en cours d'utilisation pour cette année 2022. Donc on a quand même diminué de 50% les commandes de papier en remettent à 4. Et nous ne commandons plus, bien sûr, de papier de couleur. Ça, ce sont des détails. Mais vous allez dire que ce sont des économies de bout de chandelle. Mais quand même, je vous reprends l'exemple qu'on a pu faire au dernier mandat au niveau des véhicules. On a fait de sacrées économies sur les dépenses de carburant. On continuera, évidemment. Ça va être un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on est en réflexion sur le chauffage des bâtiments et sur les utilisations. Voilà. La saison de chauffe va peut-être changer. Elle sera sans doute plus courte. Voilà. Il y a des salles qui sont peut-être chauffées à 19 degrés aujourd'hui. On les baissera peut-être à 17 degrés. Je ne couperai pas, et je pense que tout le monde en est d'accord, je ne couperai pas l'éclairage public. Ça peut être dangereux à certains moments. Donc nous ne couperons pas l'éclairage public, mais nous continuons, parce que nous n'avons pas de projet d'avenir, mais nous continuons et nous avons toujours l'ambition, et nous y arriverons d'avoir 100% d'éclairage LED au niveau de la commune, là où il y en a qui commencent seulement maintenant, mais on n'a pas de vision d'avenir. On ne va pas faire d'historique, même si c'est à la mode de refaire l'histoire, mais je ne pense pas, bien sûr que c'est un pic au niveau de l'endettement. Je l'ai dit, c'est un plateau pour nous. On sera en descente. Ce n'est pas le taux le plus élevé. Je pense que si on compare les budgets des années 70 avec la construction de la zone industrielle, la construction des différents des équipements scolaires, notamment les années 70 avec l'école de Die Cordonnier, Marie Curie, voilà, les années 60-70, l'emprunt de la ville était bien plus élevé par rapport à nos recettes d'aujourd'hui. Donc, voilà, c'est pas forcément une chose, on ne va pas forcément faire l'histoire. Mais moi, ce que j'aimerais bien quand même
parce que vous allez me dire, et je ne vous ai même pas posé la question, comme quoi vous pensez que j'ai des automatismes. Je ne vous ai pas demandé ce que vous voulez supprimer comme service. Mais j'attends quand même vos propositions. Il y a quelques années, quand j'étais adjoint aux finances, je vous envoyais, à chaque fois, j'envoyais à l'opposition un courrier. Je ne le fais plus parce que je n'ai pas de réponse. Quelles sont vos pistes d'économie? Quelles sont vos propositions? J'en ai jamais eu. Les propositions viennent de la majorité municipale ou des services municipaux eux-mêmes. Vous, jamais. Et alors, quand on modifie, quand il y a un événement ou quelque chose qu'on ne peut pas faire, tout de suite, c'est scandaleux, on ne peut pas. Il y a des moments, il y a des choses qui ne sont pas rentables. Oui, il n'y a pas d'exigence de rentabilité de gagner de l'argent. On ne peut pas gagner d'argent, on le sait très bien. Mais il y a une rentabilité de dépenses publiques. Donc, par exemple, c'est un de ces exemples. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a des services qu'on n'a plus. Par exemple, on avait un coursier avant. Au niveau de la commune, on n'a plus de coursier. Il est parti en retraite, on ne l'a pas remplacé. On avait des DGA, on n'a pas remplacé les DGA. C'est tout, c'est comme ça. On supprime les choses qui, nous, aujourd'hui, ne nous paraissent plus possibles. Sauf que on est sur un paquebot, et qui n'est pas le Titanic, mais on est sur un paquebot, et ça ne se manœuvre pas d'un coup. Alors, on n'est pas sur une moto, on est sur un paquebot. Il y a une ligne qui est tracée, il y a un cap qui est fixé. Bien sûr qu'il faut aller au fur et à mesure, c'est certain, mais il y a des habitudes à prendre. Et je vais vous prendre un exemple tout bête. Quelles sont nos priorités? Et la première priorité, c'est l'humain. C'est le service aux Lissois. Quand un Lissois vient et puis il dépose un dossier de retraite, il n'y a pas accès au numérique, il ne sait pas comment faire. Qu'est-ce qui répond? Les employés municipaux, ou parfois les élus. Ça nous arrive aussi de le faire. Quand il y a un problème avec un fournisseur d'énergie ou un problème avec, de numérique, c'est souvent la fibre, qu'est-ce qui gère? Les services municipaux. Normalement, c'est un litige entre le particulier et son fournisseur d'accès, enfin, en l'occurrence Orange, qui est le concessionnaire de la métropole. On le fait. L'objectif, c'est de pouvoir répondre. On a des gens qui arrivent chez nous, ce sont le dernier recours. Des explications sur des factures. Ça arrivera peut-être au niveau de la trésorerie. C'est ça, ma priorité, c'est de faciliter le quotidien de chacun. Et oui, il n'y aura pas de grands projets, il n'y aura plus de grands projets de grande construction. De toute façon, il n'y a pas de terrain. Au niveau des bâtiments municipaux, c'est sûr qu'on ne fera pas un nouveau centre culturel. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. On va continuer à moderniser nos équipements municipaux. Vous dites qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet. Je pense que depuis des années, on a quand même tracé une ligne. Chaque année, on refait un équipement sportif. Voilà, là, ce sera cette année l'avant-garde qui n'a jamais eu de réfection complète depuis 1982, date de son inauguration. On refait les classes. Ce n'est pas une vision d'avenir, il n'y a aucune vision là-dessus, de numériser les écoles, de favoriser l'usage du numérique dans les écoles, parce que dans les collèges, maintenant, c'est devenu la norme. Voilà, on avance au fur et à mesure. Bien sûr que c'est au fur et à mesure, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans 3-4 ans. Personne ne le sait. On ne le savait déjà pas avant cette épidémie de Covid, mais si aujourd'hui vous savez me dire qui sera au deuxième tour des élections présidentielles et quelle sera la majorité législative et quelles seront les lois applicables au niveau des collectivités, on n'en sait rien. Une seule chose qui est certaine, c'est qu'on ne va pas augmenter nos dotations d'une manière incroyable. Donc on sera toujours sur une politique de rigueur, voire d'austérité pour certaines choses. Avec une exception au niveau des renforts des effectifs, c'est au niveau de la police municipale. Voilà, on l'a mis dans notre programme. Vous avez notre fiche de route, peut-être parce qu'on a été clair, et donc les gens ont préféré quelque chose de clair comme on a mis avec nos 10 priorités. Elles sont là. Donc si vous voulez, je vous le ramène en commission, ou je vous l'envoie par mail, nos 10 priorités, notre programme municipal. Il y a des choses qui sont décalées dans le temps, bien sûr. Par exemple, on avait dans notre programme la préemption du commerce. C'est inscrit au budget. On avait prévu de le faire en juin ou en septembre 2020. Sauf qu'avec l'épidémie de Covid, on n'a pas pu faire. Et voilà, on l'a fait en juin 2021. Voilà. C'est juste qu'il y a un petit décalage avec le contexte. Mais la base, notre vision, c'est le programme sur lequel on a été élu. Et les chiffres sont clairs après.
Alors, on ne vous reproche pas dans vos projets de ne pas avoir de projet d'avenir. Effectivement, le numérique, les choses comme ça se développent et c'est important de le faire. On vous reproche de ne pas avoir de vision sur la totalité de votre mandat. On aimerait, effectivement, on sait, comme vous l'avez dit, on a une crise sanitaire. On peut avoir d'autres aléas qui font qu'on devrait changer nos projets ou les adapter. Mais nous, on aimerait avoir une ligne directrice de vos 10 mesures. Au passage, moi, je n'ai pas eu la chance de le recevoir parce que peut-être qu'on savait où j'habitais et que j'étais certainement de l'opposition. Donc, tous vos messages de propagande de campagne au 125 rue du Colisée, il n'y a rien eu. Donc j'ai pu l'avoir par des réseaux sociaux, des choses comme ça, ou d'autres collègues, mais j'ai pas eu. Donc éventuellement, la prochaine fois, vous pouvez le mettre dans ma boîte aux lettres, ça ne me dérange pas. Bien au contraire, au moins je pourrais échanger sur des choses constructives. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une ligne jusque 2026. Vous avez 10 visions principales, 10 objectifs principaux. Dites-nous quand est-ce que vous les développez. Si on avait les conditions favorables, optimales, pour jusqu'à 2026 pour les réaliser. On comprendra, on vous l'a dit l'année dernière, que s'il y a des adaptations, on n'est pas bête. Nous aussi, dans la vie de tous les jours, chacun est obligé de s'adapter. Donc je pense qu'au niveau d'une commune, il faut encore plus d'adaptabilité. Mais on doit savoir ce que vous voulez faire et à quel moment. Tout est écrit dans ce programme municipal. Je reprends l'exemple, et je l'ai dit, l'exemple de la LED, c'est 100% en 2026. Je vais vous le redonner, je vais vous donner le document, il n'y a aucun problème, vous allez le lire, et puis vous l'avez vu. On en discutera en commission, les projets sont suivis. L'exemple type, c'est l'école Paul Bert. L'école élémentaire Paul Bert était prévue avant. Mais le Covid a fait qu'on décale les travaux. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, et je vous l'ai dit en plus, je ne peux pas vous dire la réalité du budget, on ne peut jamais la dire de toute façon. Mais au niveau des investissements, l'église, la toiture complémentaire, ça va nous coûter combien ? 20 000 euros ? 50 000 ? 100 000 ? 200 000 ? J'en sais rien. Il y a des travaux d'expertise qui sont en cours et on va le faire. Et 200 000 euros sur l'investissement, eh ben, il va falloir changer autre chose. C'est tout, c'est comme ça. Et c'est chaque année, vous avez, et les Lissois ont bien compris la trajectoire. La trajectoire, et il y a des lignes rouges, c'est pas d'augmentation d'impôts. On maintient les services et on développe ce qui concerne directement le service à la population. Alors, il y a des choses sur lesquelles on a avancé plus vite. Mais je ne peux pas vous dire c'est sûr qu'on va le faire. On a eu la réflexion avec Madame Cesse et le service finance. On a avancé plus vite, par exemple, pour les accueils de loisirs. L'été, au début, ce n'était que 14 jours en juillet et 14 jours en août. Ben là, on est passé, il n'y a plus de semaines de fermeture entre les deux périodes. Voilà, on est au-dessus. On avance au fur et à mesure. Mais la ligne directrice, c'est ça. Je ne peux pas vous dire, ça, ce sera fait le 21 mai 2025. Non, je ne peux pas vous le dire. Ça, je peux pas vous le dire. Et vous avez l'horizon. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je retiens que vous aurez les documents en question sans problème. Donc, je ne vais pas vous demander de voter les discussions, mais de bien vouloir acter la transmission et l'examen d'un rapport fait par les services municipaux pour bâtir le budget 2022. Donc, qui s'abstient, qui est contre ? Le RAB a pu être accompli à l'unanimité. Donc maintenant, je vous propose de passer aux délibérations relatives au personnel. Bonsoir à tous. Alors, la première délibération concerne la modification du tableau des effectifs. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il est proposé au conseil municipal, après avis favorable du comité technique réuni le 19 janvier 2022, de modifier ce tableau avec des créations et des suppressions de postes afin de répondre aux obligations réglementaires nouvelles, de pouvoir assurer la continuité des services, de prendre en compte la fermeture du foyer Longchamp, de prendre en compte les évolutions de carrière et les réorganisations de services. Le tableau des effectifs est donc établi comme suit à la date du 1er mars 2022.
avec la création de 3 postes en filière administrative qui sont détaillés sur l'écran, 1 poste en filière de police, 9 postes en filière technique, 2 postes en filière sociale, 4 postes en filière culturelle et 2 postes en filière d'animation. Et il est proposé la suppression du poste de directeur de l'école de musique et d'un poste en filière technique. La dépense résultant de la présente délibération sera imputée sur les crédits du budget correspondant qui présentent des disponibilités suffisantes. Vous avez le tableau sous les yeux et nous sommes disponibles pour les questions. S'il y en a, bien que c'est été étudié en commission. Pardon. Bien. Bonsoir, monsieur le maire, mes chers collègues. Quelques questions sur ce tableau des effectifs. Par rapport à la création de postes, il est évident que on parlait dans le ROB de la dépense de personnel qui était en augmentation. Il est évident que la création de 19 postes, même s'ils ne sont pas pourvus aujourd'hui, fera une augmentation relativement conséquente de cette dépense de personnel. Sauf qu'aujourd'hui, on parle de 19 postes, mais je voudrais savoir, tout d'abord, dans ces 19 postes, combien de postes de promotion, combien de nouveaux postes, combien de personnel du foyer Longchamp seront réintégrés dans les services, y compris CCAS, et sachant aussi que l'augmentation légale qui a été donc votée récemment est l'équivalent aujourd'hui de 8 postes temps plein. En passant de 1556 heures à 1607 heures, on est à l'équivalent de 8 temps plein. Donc on parle bien aujourd'hui de... Voilà, je voudrais savoir un petit peu le nombre exact de personnes qui seront réellement recrutées et de personnes qui seront réellement promues dans ce cadre-là. Pas nous, Souterion, pardon. Merci. Alors, il y a un mail qui vous est envoyé récemment, qui répond déjà à une bonne part de vos questions. Oui, mais bon, c'était examiné en commission, et puis c'était... voilà, donc le mail, je vais le dire. Déjà, la première chose, c'est que je souhaite féliciter les agents qui ont passé des concours et qui l'ont réussi. Ces 4 agents sont promouvables et seront... Il y a de fortes chances qu'ils vont être promus. Donc on est déjà à 4. Ensuite, quand on crée un poste, il faut garder le poste qui correspond à leur affectation d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà un différentiel. On crée 4, donc ça veut dire qu'il y en a 8. Donc ça veut dire qu'il y a 8 postes pour 4 personnes, parce qu'après il y aura sans doute une suppression. Après il y a des perspectives de nomination future pour s'il y a soit des examens ou soit la promotion interne. Donc on est sur quelques postes. Au niveau de la police municipale, l'effectif sera sans doute porté à 12. Voilà, donc c'est une des réponses. Là, il y a ces recrutements, mais comme vous le dites justement, poste ouvert ne veut pas dire forcément pourvu. Donc vous avez le tableau. Au niveau du foyer Longchamp, nous en sommes à 5, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 5 agents qui sont titulaires, qui seront... Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous dire où ils vont être réaffectés, parce que vous connaissez, comme moi, les règles de la fonction publique, mais surtout, je pense qu'on partage tous ensemble cette volonté, c'est de continuer à avoir des entretiens pour leur donner des postes qui leur conviennent et qui aussi remplissent un besoin de service public. Donc ça, on a ces 5 agents aussi. Après, il y a des... Voilà, je pense que j'ai à peu près répondu à toutes les questions. S'il y a peut-être des compléments, mais je pense que voilà, c'est clair. Et là, la dernière fois, je vous rappelle qu'on a fait quand même une vague de suppression d'emplois
Cette fois-ci, il y a ces créations pour eux de mise à jour, évidemment, qu'il y aura des suppressions d'emplois lors de prochains conseils municipaux pour ceux qui seront nommés et suivant le besoin. Mais aussi, il faut quand même se laisser une marge de manœuvre, parce que si, par exemple, quelqu'un est en arrêt, je prends l'exemple tout bête des ATSEM. Donc, il faut quand même se laisser une marge de manœuvre, parce que si un agent est en arrêt longue durée, il reste quand même si pour certains, il y a même qui sont en mise en disposition, qui sont dans nos tableaux des effectifs, mais qui ne sont plus rémunérés par la collectivité. Mais si c'est bloqué et puis que ça traîne, eh ben, on ne peut pas trouver de remplaçant si ce n'est pas dans le tableau des effectifs. Donc il y a aussi toute cette mise à jour générale qui est là pour offrir certains postes. Je prends l'exemple, par exemple, des adjoints techniques. C'est aussi pour avoir des marges au cas où il y a un besoin. Voilà, ce serait évidemment contractuel. Merci bien pour ces explications, monsieur le maire. Donc on peut être confiant, on n'aura pas une trop grosse augmentation de la masse salariale au niveau des dépenses. Bien sûr que non, ce n'est pas l'objectif d'avoir une augmentation incroyable. Mais après, il y a comme vous le disiez, il y a le GVT, donc le vieillissement, le vieillissement technicité, voilà, dedans. De toute façon, on l'a dit en commission, et je ne l'ai pas dit cette fois-ci, mais je l'ai dit l'année dernière, on a un DOB qui est de plus en plus complet. On a avancé sur l'ARH, il y aura des choses qui seront encore plus précises au fur et à mesure. Voilà. On crée des tableaux, on crée ce document, au fur et à mesure, on avance. Évidemment, l'objectif n'est pas d'employer plus de personnes qu'on en a besoin. Mais après, il faut bien remplir les besoins. Je vais reprendre cet exemple tout bête de la restauration municipale. Il y a des gens qui sont en arrêt, et là on en a eu aussi, en plus avec le Covid, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est plus prudent en se laissant de la marge quelquefois sur les recrutements, mais il a bien fallu produire les repas, même si les gens étaient en Covid ou en ASA. Voilà. On a fait ce qu'on a pu. Mais bien sûr que l'objectif n'est pas d'augmenter, il y aura sans doute une légère augmentation, mais on ne souhaite pas augmenter d'une manière incroyable les dépenses de personnel dans la commune. D'accord. Et nous adressons également nos félicitations aux gens qui ont reçu leur concours, parce que c'est vrai que la qualité d'un concours, c'est aussi la qualité d'un service supplémentaire. Donc voilà. Et je peux vous dire que j'en parle à connaissance de cause, parce que j'avais commencé à la ville agent d'enquête, et vous savez où j'ai terminé. Donc c'est vrai que très bien aux agents qui réussissent leur concours. On est bien d'accord, et c'est d'autant mieux quand les gens ont leur concours plutôt qu'une promotion interne. Donc moi j'insiste pour que les gens passent des concours sur leurs compétences et pas forcément sur des dossiers de promotion interne au niveau du CDG. Voilà. S'il n'y a pas de remarques ou de questions, on peut passer au vote. Qui s'abstient ? Merci. Donc, je dirais aux gens que vous venez de féliciter que vous n'êtes pas très favorables à leur promotion. Voilà. Voilà. Ce n'est pas le sens du vote. Nous souhaitons qu'ils soient tous, bien sûr, repris, mais le fait que vous dites vous-même qu'il y aura une augmentation, est-ce qu'il y a des prospections budgétaires ? Parce que le gros problème, et c'est ce qu'on a essayé de dire dès le départ, ce n'est pas une critique de ce qui est fait et tout, c'est simplement une alerte que vous connaissez certainement. Mais quand vous voyez le contexte actuel, avec l'inflation, avec tout ce qui va se passer au niveau des crédits, qui va impacter sur l'autofinancement, le fait que les charges donc financières ne vont pas pouvoir continuer à régresser, que les charges à caractère général et les autres charges vont augmenter, de même que la masse salariale, vous avez parlé du GVT, moyenne en France c'est 9%, mais enfin bon, nous 0,6 en toute augmentation du personnel. C'est plus à ce niveau-là, il ne faudrait pas qu'on arrive à des situations incontrôlables, voilà. On a peut-être tort, j'en sais rien, mais voilà, c'était le sens de notre intervention, c'est cela. Je veux quand même remettre les choses au point, excusez-moi. Oui, alors, moi je vais préciser les choses. Ça me rappelle un débat qu'on a eu, et vous aviez, je pense que c'est même vous qui portiez l'alerte pour le groupe peut-être Lys Ensemble à l'époque, en disant attention, il faut emprunter tout de suite,
pour le projet Paul Bert. Il faut emprunter les 9 millions parce que les taux, ils vont augmenter, ils vont exploser. Et les taux entre deux, ils ont explosé, ils ont diminué. Bon, voilà, faut faire aussi attention, il faut être prudent. Bien sûr, on est prudent. Jusqu'à preuve du contraire, sur les budgets et surtout sur les comptes administratifs, donc ce qui est réalisé, on est quand même, on n'a pas eu d'augmentation énorme au niveau du budget du personnel. Alors oui, après, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a besoin de technicité plus importante et qu'il y a des rémunérations qui sont plus importantes. Voilà. Et peut-être que ce que je vous dis là, on aura peut-être parce qu'on a les élections présidentielles, donc voilà. Et puis pour se faire mousser et peut-être avoir des majorités aux législatives, on va dire ça y est, le point d'indice des fonctionnaires, on va le changer et on va je peux pas le prévoir. Peut-être qu'ils vont dire 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, j'en sais rien. Moi, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais sur ce sujet, et on a à chaque fois les mêmes discussions. Légalement, on vous passe ce tableau, on vous donne ces explications. Maintenant, l'abstention sur ce coup, c'est un peu contradictoire avec ce que vous venez de dire, quoi. C'est tout. Je souligne cette chose. Donc, on considère donc Donc la délibération est adoptée à la majorité avec 29 voix pour et 4 abstentions. Voilà. Donc délibération suivante et peut-être complément s'il y a des choses à rajouter. Alors la délibération suivante, elle va porter sur la création d'un emploi permanent au tableau des effectifs lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi. Le conseil municipal de Lys-et-Lannoy, au vu de la législation en vigueur et après avis favorable du comité technique qui s'est réuni le 19 janvier 2022, décide de la création à compter du 1er mars 2022 d'un emploi de professeur de musique 20 heures hebdomadaires temps complet dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe, relevant de la catégorie hiérarchique B à temps complet, pour exercer les missions cumulées de professeur de musique en formation musicale, clarinette et chef de chœur, et intervenant en musique en milieu scolaire. Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourrait être pourvu par un agent contractuel. Cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de 1 an, qui peut être renouvelable par reconduction express sous réserve que le recrutement d'un fonctionnaire n'ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourrait excéder 6 ans. À l'issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée. L'agent devra donc justifier d'un ou plusieurs diplômes attestant sa capacité à enseigner et encadrer les groupes et d'une expérience significative dans les missions détaillées plus haut de sa connaissance du projet culturel de la collectivité. Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Le recrutement de l'agent contractuel sera prononcé à l'issue d'une procédure réglementaire, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics. Le poste sera créé au tableau des effectifs de la commune et les crédits correspondants sont inscrits au budget. Après examen en commission finances, ressources humaines, administration générale, il est proposé au conseil municipal de voter cette délibération. Y a-t-il des questions? Voilà, donc c'est un emploi de dumiste. On n'est pas plus tard qu'hier avec M. Wallerand, on était au conseil d'école de Marie Curie. Et c'est un poste qui est, encore une fois, optionnel, facultatif, qui est dans nos charges de personnel, mais qui permet aux enfants qui fréquentent les écoles de la ville et la crèche d'avoir un éveil musical et un suivi important et qui est reconnu à l'unanimité, que ce soit des enseignants ainsi que des parents d'élèves. Et il y a des événements qu'on souhaitait faire avec la Dumiste cette année, mais on n'a pas pu le faire avec le Covid. Mais voilà, je souhaite préciser les choses. C'est une pérennisation, on va plus vers une pérennisation de cet emploi plutôt qu'une création de postes. Mais je préfère le dire, ça va mieux en le disant. Donc s'il n'y a pas de remarques, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, on peut dire l'unanimité. Délibération adoptée à l'unanimité. Donc le conseil n'est pas terminé. Je vais vous présenter deux petites choses.
on va commencer par le CRAC, donc habituel acte de décision du maire. Donc c'est le recueil de toutes les décisions qui ont été prises au niveau des concessions, des emprunts. Et ensuite une nouveauté qui est une obligation légale, donc le rapport du maire sur les indemnités, donc les indemnités que chaque élu perçoit au titre de ses mandats publics. Bien évidemment, on ne met que les représentations qui donnent lieu à rémunération. Évidemment, on siège dans certaines choses qui sont pour la plupart bénévoles. Mais j'ai précisé, voilà, ça c'est la partie légale. Maintenant, j'ai souhaité préciser, parce que c'est une volonté de transparence, ça s'était engagé au niveau du mandat, certaines choses. Donc, monsieur le maire, donc moi-même, je ne dispose pas d'un véhicule ni d'un téléphone de fonction dans le cadre de son mandat. Donc, moi-même, je dispose d'une tablette connectée afin de pouvoir signer les actes numériques sur un réseau avec un terminal sécurisé. Une tablette qui est en mairie afin de pouvoir signer notamment les actes du GNO et sans doute les actes finances à terme. En 2021, aucun élu n'a donné lieu à des frais de représentation, mais ça, on s'était mis d'accord à l'unanimité au début du mandat pour dire qu'il ne devait pas avoir de frais de représentation. Je vais encore plus loin dans cette transparence en expliquant les frais de la ligne protocole. Donc ce sont 710 € pour des gerbes florales, donc funéraires, 75 € pour 2 bouquets pour des naissances dans le personnel, 70 € pour des bouquets anniversaires, donc des centenaires, 70 € pour 2 bouquets de départ, retraite ou mutation, donc là ce sont des personnels de l'éducation nationale, et 150 € pour des coussins protocolaires pour les commémorations patriotiques, à savoir le 8 mai, le 18 juin et le 11 novembre. Voilà. Donc ça n'est pas soumis au vote, mais je tenais à en faire part au Conseil. Voilà. S'il n'y a pas de remarques, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite pour le budget et puis toutes les autres délibérations. Merci.